Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau ou en podcast et sur les réseaux sociaux aussi, sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag Kiosque. Voici tout de suite le sommaire. La contestation va-t-elle s'installer dans la durée? Jeudi noir en France, avec une grève générale contre la réforme des retraites et contre la politique du président Macron. Le gouvernement tenta-t-il d'acheter la paix sociale? La France est-elle devenue une cocotte minute? Est-elle impossible à réformer? Depuis 2 mois, les Irakiens se révoltent contre le régime et la corruption, mais aussi contre la mainmise de l'Iran sur leur pays. Pourquoi Téhéran s'immisce-t-il dans les affaires de son voisin? De Bagdad à Beyrouth, la colère gronde dans sa zone d'influence. L'axe iranien chancelle-t-il? Les États-Unis sont-ils à la manœuvre? L'OTAN est-elle réellement en état de mort cérébrale, comme le diagnostiquait récemment le président français? Réuni pour son 70e sommet, chahuté, l'Alliance Atlantique décide de réfléchir à sa stratégie future. L'OTAN saura-t-elle à nouveau se réinventer? On en parle tout de suite avec nos kiosqueurs. Et nos kiosqueurs du jour, les voici. Robert Mallet, président de l'International Crisis Group, une ONG spécialisée dans la résolution de conflits. Vous avez servi plusieurs fois à la Maison-Blanche comme conseiller des présidents Barack Obama pour le Proche-Orient et Bill Clinton pour le conflit israélo-palestinien. Sarah Daniel, grand reporter à l'hebdomadaire français l'Obs. Vous avez commencé votre carrière aux États-Unis, puis vous devenez correspondante de guerre, notamment en Afghanistan et en Irak. Richard Verly, correspondant à Paris pour Le Temps, le quotidien suisse, partenaire de Kiosque, auparavant en poste à Bruxelles et en Asie. Vous dirigez également la collection L'âme des peuples aux éditions Nivikata, parce que pour connaître les peuples, il faut d'abord les comprendre, dites-vous. Enfin, Michael Zames, directeur du développement éditorial du groupe VIA, qui regroupe les télévisions locales de France, auparavant rédacteur en chef à la chaîne française d'information politique et parlementaire, Public Sénat. Et puis nous retrouverons tout à l'heure Mathieu Goyer, correspondant parlementaire pour la télévision Radio-Canada depuis Ottawa. Merci à vous 4 de participer à Kiosque, soyez les bienvenus. Même la Tour Eiffel est restée fermée. La France s'est mise en grève générale hier jeudi. Le pays a tourné au ralenti avec de grandes perturbations dans les transports notamment. Les Français se sont mobilisés dans la rue. Les syndicats français ont mis tout leur poids dans la bataille, avec des cortèges à Paris et en province. Dans la capitale, le syndicat CGT annonce 250 000 manifestants, à la hauteur de la grève de 1995. La réforme des retraites mobilise donc. Parce que cette réforme, elle concerne tout le monde. Et les tentatives de division du gouvernement, parce qu'ils nous ont rabâché les oreilles et nous le rabâchent encore, que ça serait les privilégiés qui voudraient défendre leurs droits, la réponse, elle est aujourd'hui dans les grèves et dans la rue. Tout le monde est concerné et tout le monde est mobilisé. Mobilisation aussi en province, plus d'1 million dans tout le pays selon les syndicats et 300 000 de sources indépendantes. La réforme emblématique d'Emmanuel Macron ne convainc pas après une année de crise des Gilets jaunes. Ce qui m'inquiète moi le plus, c'est que je ne vois pas d'avenir. Je pense que la retraite finira par disparaître. La grève, elle aussi, a mobilisé, en particulier dans le secteur des transports, métro, train et vols annulés en masse. Des grèves reconductibles dans le métro, par exemple. Manif émaillé ici et là d'incidents, casseurs en marge des cortèges, où des véhicules ont été brûlés, des vitrines brisées, avec leur cortège de tirs de gaz par la police, qui avait mobilisé 6 000 hommes pour la seule ville de Paris. Est-ce qu'on peut le dire, cette réforme des retraites a à nouveau enflammé la France, Richard ? Alors enflammé, je ne pense pas, parce que le bilan des manifestations côté violence est plutôt et fort heureusement maigre. Les manifestations se sont bien déroulées. Elles ont rassemblé, je crois, selon le ministère de l'Intérieur, à peu près 800 000 manifestants. Donc c'est très important, c'est le début d'un mouvement. Il est évident que le gouvernement va devoir en prendre acte très rapidement. C'est ce qui est d'ailleurs prévu. Toute la question, c'est de savoir ce que le gouvernement peut faire, parce que quand on écoute les syndicats, on vient de le faire, pour eux, il y a une seule concession acceptable, c'est le retrait de ce projet, dont il faut rappeler qu'il n'est pas vraiment un projet, qu'il est plutôt une intention, puisqu'il n'a pas encore fait l'objet d'un projet de loi à proprement parler. Donc on voit mal comment, à ce jour, vu d'un côté la mobilisation dans la rue, de l'autre les exigences des syndicats, ce que le gouvernement peut faire, tout mi-chemin se heurtera à la résistance des partenaires sociaux. Et ce qu'il faut rappeler et expliquer, c'est que ça continue, on est vendredi, ça continue. Oui. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça va s'installer dans la durée? Est-ce que c'est là-dessus que va se jouer le bras de fer entre le peuple français
Français et ses autorités. C'est vrai que la semaine prochaine est primordiale et très importante parce que le mouvement va continuer. Il y a une grève très attendue, une grosse manifestation prévue mardi prochain, des grèves qui vont se poursuivre un petit peu partout, que ce soit dans les transports, dans les écoles. Enfin, bref, ça commence un petit peu à monter. Et c'est vrai que du côté du gouvernement, on regarde ça de très très près. Et pourquoi ? Parce que la semaine prochaine se joue finalement presque une partie du quinquennat. Est-ce que le gouvernement, s'il doit lâcher, lâchera énormément ? Qu'est-ce qu'il peut lâcher de plus aujourd'hui que de faire des concessions sur un certain nombre de points, catégorie par catégorie ? On a parlé du fameux âge du grand-père, c'est-à-dire du moment où la réforme doit rentrer en compte pour 1963 ou 1973, etc. Donc pour le gouvernement, c'est essentiel. Et pour Emmanuel Macron, il joue là aussi une partie de son quinquennat. S'il doit lâcher à partir de la semaine prochaine ou dans les jours ou dans les semaines qui viennent, on va comprendre ce qu'il reste de possible pour ce gouvernement et effectivement de savoir l'incarnation aujourd'hui pour un Emmanuel Macron qui était dont l'envie était de transformer le pays, de savoir jusqu'où il peut aller et s'il doit lâcher, il restera plus grand-chose de ce quinquennat. Robert, vous êtes basé à Washington, vous voyagez beaucoup. Comment elle est vue cette France avec ce président Emmanuel Macron qui est dans un moment peut-être un petit peu compliqué, ces Français qui descendent dans la rue assez régulièrement? Quel regard est... Je ne veux pas décevoir ceux qui nous regardent, mais aux États-Unis, évidemment, toute l'attention est sur la procédure de destitution du président Trump. Donc, je ne pense pas qu'on s'intéresse trop à ce qui se passe ici. Je pense que ce qui est vrai aux États-Unis, comme dans certains autres pays, on regarde avec une certaine admiration, surprise, étonnement parfois que, vu les garanties sociales qui existent en France et qui sont complètement incomparables à celles qui existent aux États-Unis, où on est en train de se disputer, de se battre pour les prochaines élections pour savoir si l'assurance maladie doit être quelque chose de public et offert à tous. Et donc, évidemment, la comparaison avec la France est assez négative pour un pays comme les États-Unis qui fait figure de dinosaure en ce qui concerne les protections sociales. Donc, je pense qu'on regarde ça avec un peu d'étonnement. Mais malheureusement, aujourd'hui, pour les Américains, c'est pas un sujet central. Alors, je rebondis sur ce que vous dites. Aux États-Unis, ils n'ont rien. On va passer de couverture. Est-ce que, du coup, les Français sont des enfants gâtés quand ils descendent dans la rue manifester? Ou est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, ils ont raison de s'inquiéter pour ce pacte social en France et pour ces acquis sociaux? Ils sont absolument pas des enfants gâtés et preuve est que, alors que ça les concerne en premier lieu et que ça les embête en premier lieu, la majorité des Français soutient ce mouvement de grève. Je pense que tout le monde a conscience qu'il s'agit, ça touche absolument tout le monde. On a conscience justement qu'on est en train de détricoter un petit peu un modèle que tout le monde nous enviait. Et voilà, d'où cette mobilisation. Et je dirais aussi peut-être qu'Emmanuel Macron paye. Alors d'abord le fait que sa communication est quand même très défaillante. Il y a eu beaucoup de problèmes. Et puis aussi, c'est la suite du mouvement des Gilets jaunes où tout le monde a pris conscience un peu de la grande précarité dans laquelle vivaient un certain nombre de Français. Et cette précarité va s'augmenter jusqu'au moment des retraites. Et voilà, et surtout, il y a eu un défaut de communication parce que l'idée, c'était que tout le monde soit à peu près égal devant la retraite, qu'on commence à enlever les régimes spéciaux, à faire... Et puis maintenant, on voit qu'il lâche des concessions par secteur. Parce qu'en fait, alors, c'est presque le contraire de ce qui était voulu et ce qui était affiché. C'est étonnant. Ce qu'il faut rappeler quand même aussi, c'est que les Français sont dans la rue, mais finalement, la retraite, dans le fond, la réforme, en fait, on ne sait pas exactement de quoi elle sera faite, puisque... Pas encore. Normalement, ça devrait être annoncé la semaine prochaine. C'est tout le paradoxe. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des concertations avec les syndicats. Il y a d'abord un monsieur retraite au gouvernement qui est censé donner l'ensemble de ces concertations en début de semaine prochaine, et un Premier ministre qui parle un petit peu tous les jours, dont on nous annonce qu'il pourrait aussi avoir une grande allocution pour la semaine prochaine en nous annonçant les pistes de réforme. Et la loi n'est pas encore écrite, donc on ne sait pas exactement ce qu'il y aura dans cette loi. Simplement, on va dire qu'on manifeste par précaution, c'est-à-dire que de la peur de perdre beaucoup, on se montre dans la rue. C'est aussi un signe, finalement, que le pays démocratique ne va pas si mal. Le gouvernement propose, fait des réformes, les syndicats s'opposent, sont dans la rue. Donc a priori, jusque-là, rien de nouveau sous le soleil, parce que ça a toujours été comme ça en France. C'est pas la première manifestation, c'est pas la première réforme des retraites. Chaque président de la République a eu sa réforme des retraites. Oui, mais on se souvient Nicolas Sarkozy, François Hollande, on se souvient de la tentative de 95 qui avait bloqué le pas pareil, pays. c'était sur l'assurance maladie. Voilà. Donc il y a eu un petit peu trop de choses en 1995. Et là, c'est vrai que ce gouvernement a regardé de très près ce qui s'était passé. La comparaison est avancée. Est-ce qu'un 95 pourrait se reproduire? C'est-à-dire une contestation dans la durée qui bloque et qui oblige
oblige les autorités à revenir en arrière, Richard. Alors, c'est tout l'enjeu et c'est le pari des syndicats qui en plus ont joué au maximum la coïncidence des dates pour rappeler ce spectre de 1995. N'oublions pas aussi qu'Édouard Philippe, l'actuel Premier ministre, est le disciple en quelque sorte d'Alain Juppé, qui en 1995 était chef du gouvernement sous la présidence de Jacques Chirac, tout juste élu, et qui a dû reculer. Donc les symboles ont leur importance de ce point de vue-là. Peut-être 2 éléments. Le premier, il y a bien sûr un problème de communication, parce qu'aujourd'hui, plus personne ne comprend rien à vraiment ce package de la réforme des retraites, mais il y a autre chose. Emmanuel Macron a sans doute fait une erreur stratégique. La réforme des retraites aurait dû venir plus tôt dans son quinquennat. Au fond, il avait, naturellement, après son élection, le vent en poupe. Il a choisi tout de suite de mettre sur les rails la réforme, les ordonnances sur le marché du travail et ensuite la réforme du statut de la SNCF. Sur ces 2 dossiers, il faut reconnaître qu'il a emporté la partie. Les retraites viennent tard et à un moment où, comme vous l'avez dit, les Gilets jaunes ont commencé à fracturer l'opinion. Donc ça, c'est l'erreur stratégique. Autre chose, je crois, important, c'est que quand même, il faut poser ce débat sur les retraites. Et moi, ce que je trouve inquiétant pour la France... Donc ce que vous nous dites, c'est que cette réforme des retraites est nécessaire. Parce que tout le monde moi, a l'air de dire il faut réformer, il faut réformer. Quand on regarde les chiffres, les chiffres et l'équation macroéconomique française, il me semble qu'une réforme des retraites est indispensable. La difficulté en France, c'est qu'on n'arrive pas à réformer dans le dialogue social, et un dialogue social qui fonctionne. Donc comment on fait ? Mais cette idée, quand on entend les syndicats, qu'on peut rester sur le statu quo, qu'on peut maintenir ce régime parce que ce régime est, j'entends, le meilleur du monde, ça ne me paraît personnellement pas plausible. Surtout l'âge de départ à la retraite, qui est le symbole qui partout fort. en Europe est quasiment supérieur à celui de la France. Comme le disent certains, arrêtons de nous mentir, on va travailler plus longtemps. Donc ça, oui. Après, est-ce que la réforme en elle-même, telle qu'elle sera posée, parce qu'on n'en sait pas exactement tout le début et la fin, c'est peut-être dans les détails que va se nicher le diable, justement. Parce que l'âge de départ, certes, il risque de bouger, peut-être pas dans cette réforme-là, mais dans les suivantes. Il y a une question financière extrêmement importante. C'est un régime en déficit et là, pour l'instant, de ce que l'on sait, il n'est pas question de mesures d'économie. C'est une demande des syndicats très forte. Il n'est pas question de mesures d'économie pour boucher les trous. Donc finalement, on réforme, mais dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, il faudra encore de nouvelles réformes pour éponger les dettes. Alors, en campagne pour la présidentielle, le candidat Macron, à l'époque, s'était présenté comme celui qui mènera une transformation en profondeur du pays. Il est aujourd'hui à mi-mandat, vous l'évoquez tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire qu'il joue son quinquennat ou la fin de son quinquennat en ce moment ? S'il échoue sur la réforme des retraites, c'est-à-dire si tout ça se termine même pas par une semi-réforme, mais par des mesurettes, clairement, sa capacité à réformer le pays sera entamée. Elle l'est déjà. Par ailleurs, il est en campagne électorale. Ne l'oublions pas. Donc, la difficulté qu'il doit assumer aujourd'hui, c'est que comment continuer de vouloir transformer le pays alors que tout indique qu'il va se représenter ou qu'il envisagerait de se représenter. Donc là, je crois qu'il est pris dans cette contradiction. Et aujourd'hui, sur ce dossier-là, cet étau, il est absolument fatal. Il peut aussi l'emporter peut-être et sortir par le haut, peut-être éventuellement. Et par rapport à tous ses prédécesseurs qui n'y sont jamais arrivés, est-ce qu'il a oui, il y a une possibilité. C'est une possibilité. C'est une possibilité parce qu'on va regarder de très près également un petit peu l'opinion publique, voir comment ça prend. C'est-à-dire si les Français en aura le bol de cette grève et de ces manifestations au long cours, c'est sûr qu'à un moment il y aura une inversion des courbes de l'opinion publique, peut-être en faveur justement. Ils sont pas mécontents d'avoir une réforme des retraites. Ils sont d'accord avec le mouvement, mais ils ne sont pas mécontents d'avoir une réforme de retraite. C'est là où il faut regarder. Par contre, il y a une posture politique qu'il va falloir regarder aussi de très près pour le président de la République. C'est qu'il a beaucoup misé sur un axe très à droite, finalement, Emmanuel Macron. Et à droite, ce qu'on veut, c'est de l'ordre, c'est tenir bon dans la réforme. Et si jamais il devait, aller, on va dire, rétro-pédaler, il perdrait là peut-être un électorat qu'il est parti chercher, un électorat qui se retournerait vers ses d'anciens partenaires. Et dans ces cas-là, il perdrait un fonds de commerce important qu'il a réussi à récupérer et capitaliser depuis quelques mois. Selon un sondage diffusé lundi, le sentiment qu'il ose faire des réformes impopulaires mais nécessaires est en fait la principale raison qui est avancée par les Français qui soutiennent son action à hauteur de 39%. Quel commentaire ça vous inspire ? Les Français ont envie d'être tenus ? Les Français ont envie que ça marche, qu'on leur propose une bonne réforme. Mais je pense que c'est très juste ce que vous disiez, c'est-à-dire que moi je ne vois pas comment très bien ça pourrait finir bien, étant donné que
que ça soit une réforme à minima ou l'abandon d'une réforme, il va mécontenter tous ses partisans et tous les partis politiques. Si en effet il y a une réformette, la droite ne sera pas contente. Si jamais il y a une grande réforme, voilà, donc je ne vois pas très bien comment il peut s'en sortir. Je me tourne vers le spécialiste de la résolution des conflits autour de la table, c'est vous. Est-ce que dans une situation de blocage comme celle-là, que peut faire les Français et Emmanuel Macron pour avancer ensemble ? Je préfère pas trop m'avancer, mais je pense que les dilemmes que j'entends sont des dilemmes qui sont tellement typiques de la politique de tous les jours. C'est-à-dire que est-ce qu'on va lâcher du lest, auquel cas on perd un peu de sa crédibilité, ou est-ce qu'on va à fond, auquel cas on perd un certain soutien dont on a besoin ? Et je ne connaissais pas les problèmes de communication, mais c'est évidemment essentiel de pouvoir communiquer, de pouvoir s'assurer qu'on a avec soi une majorité des gens, parce que j'ai vécu en France. C'est pas la majorité qui vise. Non, mais je pense que les Français aussi, là, veulent une sorte de recherche d'égalité devant la loi, quoi. Et c'est là où il a vraiment péché par défaut de communication, c'est qu'on a l'impression qu'il s'engouffrait dans toutes ces exceptions qu'il y a et qu'il donnait des petites bribes aux uns et aux autres pour se concilier. Et donc là c'est vraiment le contraire de ce qu'ils peuvent accepter. On sait bien que c'est en déficit, on sait bien qu'on vit beaucoup plus longtemps, donc évidemment on va devoir travailler beaucoup plus longtemps, mais voilà, il faut clarifier les choses et comme vous disiez, il faut aussi que tous les partenaires sociaux participent à l'élaboration de cette réforme. Richard ? Oui, au fond, ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, l'action d'Emmanuel Macron n'est plus lisible et claire. Sa force, quand il s'est présenté comme candidat, et pendant la première année de son mandat, c'était que l'idée de transformer la France, on pouvait être contre, bien évidemment, mais elle était claire. Aujourd'hui, on ne voit plus tellement ce qu'il veut faire, et la meilleure preuve, c'est que sur la réforme des retraites, regardez le programme. Le programme avait un message clair, c'est-à-dire on va égaliser, on va supprimer les régimes spéciaux, on va unifier ce système parce qu'il est devenu trop compliqué à gérer, bureaucratique, et ça n'est plus tenable. Ce message-là, il était clair. Mais petit à petit, se sont engouffrées d'autres variables économiques, etc., qui ont fait peur, tout simplement. Et la difficulté, on l'a déjà dit sur le plateau, la difficulté, c'est que Emmanuel Macron génère de la peur et de l'inquiétude et qu'il est de plus en plus clivant. Et ça, c'est une posture très difficile. Et c'est vrai que ces manifestations-là, si elles deviennent une sorte de référendum contre Emmanuel Macron, c'est là le danger, effectivement, c'est la personne. À l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui en avait pâti. C'est-à-dire que dans la rue, les manifestations n'étaient plus contre des mesures, quelles qu'elles soient, mais contre une personnalité. On dit souvent que la France est impossible à réformer. Vous précisiez, Richard, tout à l'heure que pendant la première partie de son quinquennat, Emmanuel Macron a réformé, il y est arrivé. Donc en effet, la France est impossible à réformer, ou est-ce que les dirigeants français s'y prennent mal ? Impossible, non, mais elle est devenue en 2 ans beaucoup plus difficile, sans doute, pour des réformes qui, encore une fois, ne sont pas comprises par le grand public, par l'opinion, comme suffisamment égalitaires, et le bien fondé au fond des mesures n'est pas accepté. Donc moi je dirais qu'aujourd'hui, dans la phase qui reste avant la prochaine élection présidentielle, c'est-à-dire en 2022, je ne crois pas qu'il soit possible de continuer des réformes en France. Vous évoquez les gilets jaunes. La France qui s'exprime aujourd'hui, c'est celle qui a peur d'un déclassement, si on essaie de la définir ? Oui, et je pense que ça dépasse les gilets jaunes, ça concerne pratiquement tout le monde. Tout le monde a peur du déclassement. Et aussi, moi je dirais qu'il y a eu avec Emmanuel Macron un vice intrinsèque, c'est que les gens ont pensé élire quand même un président de centre-gauche, et qu'en fait il fait une politique très clairement à droite. Et donc voilà, en fait là aussi, sur ces retraites, il paye un peu cette ambivalence, cette ambiguïté. Je vous laisse conclure, Mickaël. Le problème, effectivement, c'est la recherche de la majorité, la recherche du consensus absolu. C'est vrai que c'est compliqué. Est-ce que dans les 1 an et demi, 2 ans qui restent, parce qu'on est toujours en campagne permanente en France, comme aux États-Unis d'ailleurs, est-ce qu'il pourra réussir à réformer? Si cette bataille-là, il n'arrive pas à la gagner, c'est terminé. Il n'y aura que des mesurettes, mais la mère des batailles, comme elle est appelée au sein du gouvernement, j'allais dire qu'effectivement, elle porte vraiment son nom, parce que s'il réussit là, on pourra dire qu'il a réussi une partie de son quinquennat, en tout cas, en faisant passer 1 ou 2 grandes réformes, mais si celle-là, elle ne passe pas, ça sera très compliqué. Et question qui se pose maintenant, donc combien de temps ça va durer, et comment la bataille de l'opinion va départager tout ça, on en reparlera. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosque, on continue à passer en revue l'actualité de
la semaine avec Robert Mallet de l'ONG International Crisis Group, Sarah Daniel de l'Obs, Richard Verly du Temps et Michael Zamès du groupe VIA. Depuis 2 mois, depuis le 1er octobre dernier, l'Irak est en proie à sa pire crise sociale depuis des années, marquée par plus de 400 morts et près de 20 000 blessés. La révolte des Irakiens, regardez, continue. Braver le couvre-feu et tous ses interdits pour enterrer les siens au lendemain d'une nouvelle journée de contestation, d'une rare violence. La scène se déroule à Kerbala, la ville sainte chiite. Il a été tué dans le quartier de Ramadan, situé à 150 mètres de chez lui. Il voulait traverser pour se rendre au magasin de son père. Alors qu'il se tenait debout, nous avons entendu des coups de feu. Sa tête est tombée. Les seuls coups de feu tirés l'ont été par les forces de sécurité. Une autre dépouille que l'on s'apprête à enterrer, cette fois-ci à Nasiriyah, quelques heures après l'une des journées les plus meurtrières qu'ait connu le pays. Au moins 25 morts dans cette seule ville, foyer de toutes les révoltes de l'histoire irakienne. Des victimes également à Najaf, ville sainte chiite, où dans la nuit, les manifestants ont franchi un nouveau pas dans l'escalade de la violence en s'en prenant directement au consulat d'Iran pour dénoncer l'influence de Téhéran en Irak. Et Bagdad n'échappe pas à ce climat d'insurrection. Ici comme ailleurs, les revendications sont les mêmes. On veut une refonte totale du système, s'affranchir de toute une classe politique jugée corrompue. Sarah, vous étiez en Irak il y a encore 1 mois. Que veulent les Irakiens ? Les Irakiens veulent, comme beaucoup de gens dans la région maintenant, un régime plus démocratique, plus égalitaire. Ils veulent surtout la fin de la corruption, la fin des passe-droits, des magouilles. Et surtout, principalement, ils veulent pouvoir travailler et pouvoir retrouver une sorte de dignité. Parce que c'est vrai que le chômage, notamment des jeunes, est endémique. Et surtout, il y a la notion que pour trouver un travail, il faut avoir un référent, alors que ça soit religieux, que ça soit un chef de milice, que voilà, qu'il y a toujours besoin d'un intercesseur qui n'est pas forcément élu démocratiquement. Et voilà. Et donc, c'est tout ce processus qui est insupportable aux Irakiens. Après 2 mois de contestation, le Parlement a voté en faveur de la démission du Premier ministre. Mais c'est tout le système politique installé par les États-Unis après la chute de Saddam Hussein en 2003 qui est remis aujourd'hui en cause par les manifestants, Robert. Je me demande, voir se poser la question, est-ce que c'est la deuxième version, l'acte 2 du printemps arabe, mal nommé printemps arabe, mais c'est pas seulement l'Irak. On a eu le Soudan, on a eu l'Algérie, on a le Liban, on a l'Irak, on a même l'Iran. Donc c'est vrai, je pense que comme le dit Sarah, c'est la première dimension, c'est cette dimension de révolte contre des systèmes qui sont corrompus, qui sont non représentatifs, avec toutes les magouilles qu'elle a évoquées. Deuxième dimension, alors dans cette question de l'Irak et du Liban, c'est le rôle de l'Iran. Et le rôle de l'Iran, évidemment, est essentiel dans ces 2 pays, avec une certaine contestation contre son rôle. Vous voulez que je revienne là-dessus après? Non, on va y revenir dans un instant. La question, c'est plutôt sur l'Irak, sur les États-Unis, ce système qui s'est mis en place après 2003. C'est un échec aujourd'hui? Est-ce que c'est un échec pour les États-Unis? Ce que j'allais dire, c'est qu'on peut regarder ça comme une révolte contre l'Iran, mais le système politique lui-même a été mis en place en 2003 par les États-Unis, un système hautement confessionnel, partage du pouvoir, partage des ressources selon les confessions. Ce qui a été les États-Unis ont plaqué leur image de l'Irak sur l'Irak et ont imposé un certain système. Et aujourd'hui, les Irakiens se révoltent contre ce système. Et évidemment, comme on en parlera. Oui, on va y revenir. Sur le système confessionnel, il s'est passé quelque chose samedi, c'est que les régions sunnites ont aussi rejoint la contestation. C'est quelque chose de majeur qui s'est passé? Écoutez, je ne pense pas qu'il faille regarder ce conflit comme un conflit confessionnel. Donc c'est normal que les sunnites hésitent, évidemment, parce qu'ils ont connu des périodes assez noires ces dernières années, mais qui également sont mécontents pour les mêmes raisons que la population chiite. Mais ce qui est fascinant, justement, c'est plus que les chiites se soient révoltés et que contre un gouvernement chiite et surtout contre l'Iran. Parce qu'il faut voir qu'au moment de la victoire contre l'État islamique, les Iraniens étaient, au vu et au su de tout le monde, présentés comme des héros. Je veux dire, à Bagdad, il y avait des grands posters de l'imam Khomeini, de Ali Khamenei. Enfin, Saddam avait été remplacé par la puissance iranienne au vu et au sud de tout le monde. Et le général Qassem Soleimani était le héros voilà. Et tout d'un coup, de voir les consulats incendiés, moi, dans le voyage que j'ai fait là, du sud au nord, c'était vraiment l'Iran est détesté. Un sentiment anti-iranien aujourd'hui en Irak? Totalement, d'une violence extrême. Et il faut quand même savoir, par exemple, une ville comme Najaf, surtout au moment du pèlerinage chiite, c'est une ville iranienne. Tous les Iraniens ont des maisons là, toutes les autorités religieuses iraniennes aussi, le petit-fils de Khomeini, enfin
voilà, la maison de Khomeini, c'est un lieu de pèlerinage incroyable. La prégnance, enfin la présence de l'Iran en Irak est énorme. Et de voir ce soulèvement, moi j'ai trouvé ça absolument étonnant. Les Irakiens ne veulent plus de la mainmise de l'Iran sur leur pays. Pourquoi Téhéran se mêle des affaires de son voisin ? Il y a beaucoup de raisons. Il y a des raisons défensives et offensives. Enfin, la raison défensive, c'est que l'Iran a subi une guerre terrible de la part de l'Irak, guerre pendant laquelle tous les pays du monde, quasiment tous les pays occidentaux en particulier, les pays de la région, se sont liés à l'Irak pendant que l'Irak utilisait des armes, des violences et des armes chimiques contre l'Iran. Donc, ils ont évidemment intérêt à ce que l'Irak soit un pays qui ne leur soit pas hostile. Et ils ont d'autres intérêts, des intérêts économiques dont on parlait, des intérêts sociaux. Et puis, c'est une force de projection de leur rôle dans la région. Et là, on parlera également du Liban. Mais pour un pays comme l'Iran, qui se sent tout de même assez isolé, régionalement et internationalement, avec les États-Unis qui les entourent en Irak et en Afghanistan, avec leur ennemi saoudien, israélien, pouvoir exporter leur puissance sécuritaire et militaire, que ce soit à travers le Hezbollah au Liban ou les milices chiites en Irak, c'est fondamental pour leur stratégie de sécurité. Si on regarde la société irakienne aujourd'hui, l'Iran joue un rôle administratif, économique, social, sécuritaire. Est-ce que ça veut dire que sans l'Iran, l'Irak s'effondre ? Je ne sais pas si l'Irak s'effondre, mais je dirais simplement que si l'Iran veut déstabiliser l'Irak, elle en a certainement les moyens aujourd'hui. Mais est-ce que l'Iran est tellement infiltré dans toutes les strates de l'Irak que l'Irak ne pourrait plus fonctionner sans l'Iran, puisqu'on parle aussi d'un État failli quand on parle de l'Irak ? Est-ce qu'on pourrait imaginer une séparation ? Je veux dire, l'Irak a du pétrole, ils ont des biens. Je pense que si on pouvait imaginer un découplage, ça prendrait peut-être du temps, mais je pense que ça serait tout à fait possible. Mais moi, ce que je trouve assez remarquable, c'est que l'Iran a été un petit peu le vainqueur de la région, notamment à cause de son rôle en Syrie. Et il avait réussi à faire un axe, un croissant qui allait justement jusqu'au Liban. Et il était un peu en période de domination. On avait l'impression que c'était le moment de l'Iran, jusqu'au retournement américain et la dénonciation de l'accord nucléaire. Mais là, on dirait que tout ça est en train de se retourner contre lui, de se détricoter, et que les peuples, justement, dans peut-être ce qu'on peut qualifier de deuxième printemps arabe, se soulèvent à nouveau contre eux, jusqu'en Iran soi-même. C'est-à-dire que depuis 2009, en fait, depuis la révolte verte en Iran, on n'avait pas vu un grand mouvement de contestation comme ça. Donc c'est comme si il y avait eu un retour de bâton et que son succès s'était transformé tout d'un coup en défaite. Eux-mêmes manifestent et les répressions sont extrêmement sanglantes. Donc ça prouve aussi qu'il y a un rejet à l'intérieur même de la population iranienne de ce qui se passe au niveau gouvernemental en Iran. Donc c'est un rejet global finalement. Richard ? Oui, l'autre grande nouveauté, c'est que c'est un chaudron social dans tous ces pays dont on a parlé, de l'Irak évidemment, l'Iran, mais aussi le Liban. Moi, j'étais au Liban récemment. Les révoltes, les protestations, elles sont aussi très largement économiques de la part d'une jeunesse, votre reportage l'a dit, qui ne voit absolument pas d'avenir. Et donc, si cette question économique ne trouve pas une issue, surtout dans un pays producteur de pétrole comme l'Irak, c'est-à-dire un pays doté de richesses, la colère du peuple est d'autant plus amplifiée, parce que où passe cette richesse ? Donc je crois que là, il y a un défi qui passe évidemment par un retour à une forme de stabilité, parce que sans stabilité, pas de développement économique, et ça peut ouvrir à toutes les possibilités politiques. À mon sens, n'oublions pas cette dimension économique, et puis n'oublions pas quand même une autre chose, c'est que tout ce grabuge social, toutes ces contestations font quand même plutôt le jeu des États-Unis aujourd'hui, qui ne sont plus sur le terrain militairement, mais qui ont intérêt à un Iran affaibli, et c'est tout le croissant chiite qui s'affaiblit, et ça profite plutôt à l'Occident qui cherche à marginaliser l'Iran. Et je rebondis là-dessus, puisque Ali Khamenei s'est exprimé samedi dernier. Pour le guide suprême iranien, c'est la main de Washington qui est derrière cette situation autour de l'axe iranien. Écoutez-le. Les peuples irakiens et libanais ont des revendications légitimes. Mais ils devraient savoir que ces revendications ne peuvent être réalisées que dans le cadre de la loi. Les États-Unis et les services de renseignement occidentaux, soutenus par les fonds de quelques pays réactionnaires de la région, sont en train de causer des troubles dans nos pays voisins, dans des pays dont nous sommes proches et dans les pays de cette région, en vue de détruire la sécurité. Est-ce qu'Ali Khamenei a raison ? Est-ce que les États-Unis sont à la manœuvre pour déstabiliser l'Iran ? Je ne sais pas si on la manœuvre. Je pense qu'on en a parlé. Il y a des raisons profondes de mécontentement. Il est vrai qu'en Iran en particulier,
la situation s'est de beaucoup dégradée à cause des sanctions qui ont été imposées par le président Trump après qu'il se soit retiré de l'accord nucléaire. Et c'est ce troisième contexte. Il y a, comme je le disais, le contexte de soulèvement populaire, il y a le contexte de contestation du rôle de l'Iran, et puis il y a ce contexte, cet arrière-plan de tensions très très fortes entre l'Iran et les États-Unis. Et cette combinaison des trois peut mener malheureusement à une confrontation militaire. L'Iran n'est pas, je ne pense pas qu'on puisse exclure le fait que l'Iran veuille réagir de façon forte, de façon régionale. On l'a vu déjà avec leur attaque contre les centres pétroliers en Arabie Saoudite. Donc je crois que c'est une poudrière à trois niveaux et c'est dangereux. Vous avez été un des négociateurs sur l'accord sur le nucléaire iranien. Vous avez côtoyé les Iraniens. À votre avis, en ce moment, dans quel état d'esprit ils sont ? Je pense que ce qui se passe aujourd'hui ne fait que confirmer leur paranoïa. C'est-à-dire qu'ils sont, et parfois les paranoïaques ont raison, au moins dans une certaine mesure, ils sont convaincus qu'il y a un complot. Aujourd'hui, j'en discutais il n'y a pas très longtemps, convaincus que les États-Unis, l'Arabie Saoudite, Israël font tout pour les affaiblir. Et évidemment, si c'est leur lecture, ils réagiront de façon brutale comme ils l'ont fait déjà. Et le retour de bâton que vous évoquez est très, très possible. La force de l'Iran dans la région a toujours été basée sur la faiblesse de leurs adversaires. Je pense que leur rôle en Irak, comme leur rôle au Liban, comme leur rôle au Yémen ou en Syrie, est fonction des erreurs ou des faiblesses de ceux qu'ils confrontaient. Et aujourd'hui, qu'eux sont aux commandes dans ces pays, ou que leurs alliés sont soit aux commandes, soit en des positions de responsabilité, eh bien, les faiblesses de leurs adversaires ne jouent pas le même rôle. Ils sont confrontés à un mécontentement qu'ils ne savent pas juguler. Est-ce que la dénonciation de l'accord sur le nucléaire est quand même le pivot d'un changement de paradigme dans la région, dénonciation par les États-Unis d'un accord que les États-Unis avaient signé? Turning point, c'est un moment clé dans l'histoire de la région. Enfin, les États-Unis, sous le président Obama de l'administration dans laquelle je servais, voulaient essayer de désescalader la situation dans la région. Je pense qu'on a maintenant une administration américaine qui pense que l'administration Obama a fait totalement fausse route, qu'il faut asphyxier l'Iran, qu'il faut l'empêcher d'avoir l'argent nécessaire pour mener à bien sa stratégie régionale et pour qu'elle se croise confrontée justement à ce qu'elle voit aujourd'hui, c'est-à-dire une révolte populaire. C'est tout à fait dans la stratégie américaine, mais c'est un jeu dangereux, je pense, que les États-Unis jouent. Et d'où la position d'Israël il y a quelques jours, Benjamin Netanyahou qui demande au président Trump d'accentuer encore plus la pression sur l'Iran. On voit bien que là, effectivement, il y a peut-être la position américaine et israélienne. On sait ces derniers jours ce qui s'est passé. Et effectivement, cette pression qui est mise sur l'Iran, elle arrive d'un peu partout, parce qu'on a les États-Unis, Israël, qui est aussi évidemment une question de sécurité dans toute la région, et puis peut-être l'Europe, parce qu'on verra aussi, à regarder de près, quelle sera la position de l'Europe. Est-ce qu'il y aura aussi le contournement des sanctions? Est-ce qu'il y aura une influence supplémentaire des États-Unis et une pression supplémentaire? Ça reste à regarder de très près, parce que c'est là aussi, cette partie-là du monde se joue effectivement les 10 prochaines années. Robert évoquait à l'instant les sanctions économiques. Est-ce que c'est aussi ce qui pourrait expliquer qu'aujourd'hui, l'Iran perde de l'influence dans la région? Moins d'argent peut-être à distribuer. Est-ce que ça peut être une explication? Oui, en tout cas, ce qui est très clair, parce qu'on l'a vu de manière manifeste, c'est que les Iraniens se sont mis à manifester quand on a augmenté le prix de l'essence. Et donc ça, c'était une répercussion directe des sanctions américaines. Et dans toute la région, oui, ils ont sans doute moins d'argent, en effet, Oui, non, mais de toute façon, c'est même plus une question d'interprétation, en fait. C'est que les États-Unis veulent vraiment avoir la peau du régime iranien. Et finalement, ils vont peut-être avoir... Enfin, je ne sais pas s'ils vont avoir gain de cause, mais en tout cas, ils ont déployé, en effet, des pressions qui marchent, quoi. Richard ? Un mot peut-être sur la diplomatie européenne. On avait eu le sentiment au sommet du G7 à Biarritz à la fin août. Emmanuel Macron avait essayé de réapparaître, non pas comme un médiateur, mais au moins un entremetteur entre les États-Unis et l'Iran. Vous savez que le ministre des Affaires étrangères iranien était venu à Biarritz, même s'il n'était pas apparu publiquement. Je crois que tout ça aujourd'hui est réduit en cendres. Et ça prouve encore une fois que l'Europe est tragiquement absente de ce théâtre d'opération qui est crucial pour la stabilité du monde. Donc c'est inquiétant. Vous l'évoquiez tout à l'heure, en Iran aussi, on manifeste. Ça s'est passé il y a à peu près 15 jours, dans une espèce de huis clos, Internet coupé. On a découvert un peu après coup ce qui s'était passé. Les États-Unis évoquent 1 millier de morts sans être tout à fait sûr des chiffres que l'administration même avance. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est du point de vue iranien, la République islamique elle-même qui est mise en cause? Et est-ce que ça peut la faire chanceler de l'intérieur? Je pense que ça l'inquiète, je ne pense pas qu'elle va chanceler. Elle a plus de moyens répressifs que la population n'a de moyens de manifester. Et donc, on a vu, elle a vraiment
utilisé de manière très très forte et très rapidement. Ce qui est Est-ce que assez ça veut dire étonnant. que le régime, pardon, je vous coupe, mais est-ce que ça veut dire que le régime est moins solide qu'il n'y paraît? Le Ça fait dépend. de devoir le faire en huis clos. Moins solide ou en tout cas veut absolument empêcher que cette révolte ne se répande, à la fois parce qu'il sait qu'il est en position faible économiquement et aussi parce qu'il pense qu'il y a ce complot ourdi par les États-Unis pour renverser le régime. Et comme on l'a dit, ils ont de quoi l'imaginer, que ce soit vrai ou non. Ils voient dans la politique de Trump une politique qui cherche vraiment à faire trembler ce régime iranien. Donc, est-ce qu'il chancelle? Non, je ne pense pas qu'il va tomber. Mais certainement, il est inquiet et ça peut mener à des actes beaucoup plus agressifs. Mais Sarah ? vous parliez de la contestation à l'intérieur de l'Iran. En fait, l'Iran est un peu coupé en deux. On ne sait pas exactement quels sont les pourcentages, mais ça fait très longtemps qu'il y a, depuis en tout cas 2009, où là ça a été manifeste, mais même depuis avant, depuis d'autres, qu'une partie de la population iranienne veut et renverse le régime et le conteste. Il y a notamment cette prisonnière, avocate, Nasrin Sotoudeh, qui demande un référendum, comme un certain nombre de femmes aussi, et d'opposants sur le régime. Donc il y a ça aussi. Mais paradoxalement, ce durcissement américain, il a aussi conforté l'autre part de la population qui soutient le régime. Et il a même agrégé des gens qui, par nationalisme ou parce qu'ils trouvent que ces attaques sont indignes, ont soutenu aussi le régime. D'un mot pour conclure, Robert, est-ce que le risque dans la situation actuelle avec ce vent de révolte dans la région, le risque est que la République islamique soit le grand perdant de ces soulèvements? Je pense qu'il faut quand même relativiser la chose. L'Iran dispose encore aujourd'hui de ressources très importantes au Liban et en Irak. Les milices chiites ne vont pas disparaître, le Hezbollah ne va pas disparaître. Ils se sentent en position aujourd'hui d'être assiégés. Je pense que le risque aujourd'hui, c'est quand on combine ça avec la crise du programme nucléaire, avec l'Iran qui tous les 2 mois accélère son programme nucléaire. L'Europe va peut-être réimposer ses sanctions. Je pense que le risque, c'est que l'Iran ne se défoule, ne se déchaîne en disant si nous sommes dans cette situation à cause de nos ennemis vont en pâtir également. Et une région qu'on suit évidemment de près, ça bouge beaucoup. On en vient maintenant au sommet de l'OTAN que vous avez couvert cette semaine, Richard. On se rappelle, Emmanuel Macron avait jugé le 7 novembre l'OTAN en état de mort cérébrale. Vous êtes allé voir si c'était le cas, Richard. C'était, rappelez-vous, et le lien est fait avec notre sujet précédent, c'était un commentaire en réaction à l'offensive turque dans le nord-est de la Syrie. Il avait été lancé par Ankara sans aucune concertation avec ses alliés, mais avec l'assentiment du président américain. Et bien, cette semaine, au 70e sommet de l'OTAN près de Londres, Emmanuel Macron assume son diagnostic. Il ne regrette pas ses propos. Non, je les assume totalement. Et d'ailleurs, ils ont permis de soulever des débats qui étaient indispensables. On les voit poindre. Comment bâtir une paix durable en Europe? Et donc, nous avons besoin de clarifier beaucoup de sujets, en particulier après la fin du traité FNI. Ça nous concerne tous. Qui est notre ennemi? Comment on agit ensemble contre le terrorisme international en particulier? Autant de sujets qui n'étaient pas suffisamment réglés. Tous les dirigeants ont été très clairs. Nous sommes tous unis, un pour tous et tous pour un. Nous avons terminé la réunion sous les applaudissements, démontrant d'une certaine manière l'unité de cette alliance. Malgré les différences, nous sommes unis autour de notre tâche principale, nous protéger et nous défendre les uns les autres. Bon, Richard, tout va bien à l'OTAN? Tout va bien pour la plupart des pays membres et on pourrait presque dire pour 28 des pays membres sur 29, le 29e étant la France. Parce qu'au fond, ce qu'on a vu et c'était attendu, Emmanuel Macron est venu avec des demandes politico-stratégiques, ce qui est d'ailleurs tout à fait nouveau dans le cas de la France. Longtemps, la France a reproché à l'OTAN d'être trop présente sur le terrain politique. Mais là, Emmanuel Macron voulait que l'OTAN parle des nouvelles menaces, etc., ce qui s'est transformé en un article 7 dans le communiqué final, dont il fait grand cas, mais dont franchement, personne n'a grand-chose à faire. Par contre, pour les 28 autres pays membres, il dit que l'OTAN va engager une réflexion stratégique confiée à son secrétaire général, mais chose habituelle. Par contre, les 28 autres pays membres, qu'est-ce qui les intéressait? Et mettons peut-être de côté la Turquie. C'est de savoir si l'article 5, qui prévoit que l'Alliance interviendra en cas de menace directe, sera activé. C'est la seule chose qui les intéresse. Appelons ça une assurance vie. Eh bien, à partir du moment où Donald Trump... C'est la pierre angulaire de l'OTAN, et ça fait référence à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'intervention turque dans le nord-est de la Syrie. Absolument. Alors, l'élément quand même tout à fait nouveau de ce sommet de Londres, c'est Donald Trump.
Donald Trump, il y a un an à Bruxelles, laissait planer le doute sur l'OTAN, sur l'attitude des États-Unis au sein de l'OTAN, voire même sur ce fameux article 5. Donc Donald Trump tenait en quelque sorte en respect cette assurance vie. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Donald Trump, il est plus otanesque que jamais. Il dit « je suis le patron, je suis là à partir du moment où vous payez ». Jusqu'à ce qu'il change d'avis et tant que les autres payent. Mais à partir du moment où vous payez, je suis à vos côtés, et à ce moment-là, Emmanuel Macron s'est retrouvé tout seul. Enfin, il a quand même traité de délinquants tous ceux qui mettaient en dessous de 1% du PIB sur la table. Donc bon, ça reste du Donald Trump, on est d'accord, avec des menaces, ça reste aussi banal maintenant. Mais je peux vous dire que sur place, on sentait très nettement que les pays membres de l'OTAN avaient le sentiment qu'au moins cette assurance vie, ils peuvent compter dessus. Peut-être qu'ils se trompent, mais c'est quand même là-dessus que ça se joue. Alors Donald Trump était évidemment très présent, il est reparti un petit peu fâché, parce que je vous trouve bien sérieux dans votre analyse, parce que ce qu'on retient de sommet de l'OTAN, c'est une vidéo, et on va en parler avec vous de cet échange volé. Mathieu Goyer, merci d'être avec nous depuis Ottawa. Vous êtes correspondant parlementaire pour la télévision Radio-Canada. Soyez le bienvenu dans Kiosque. Avec vous, on va revenir donc sur cette vidéo. Elle a été tournée à Buckingham Palace. Justin Trudeau badine avec le Français Emmanuel Macron, avec le Britannique Boris Johnson, en présence du Néerlandais Mark Rutte et de la princesse Anne. Le contenu de la conversation, vous allez l'entendre, est assez inaudible, mais Justin Trudeau semble se moquer ouvertement de la tendance de Donald Trump à allonger ses conférences de presse au point de mettre en retard ses homologues. Pas très diplomatique tout ça, je vous vois sourire, Robert. Vous êtes à Ottawa, Mathieu. Est-ce que cette vidéo fait scandale au Canada ? Scandale, le mot est peut-être fort, mais c'est vrai qu'elle a fait beaucoup réagir au Canada comme partout à travers le monde. Ici, à Ottawa, le chef de l'opposition officielle, le conservateur Andrew Scheer, a accusé le premier ministre d'avoir trahi, abandonné des amis du Canada, en plus de l'accuser d'affaiblir la position canadienne sur la scène internationale. Je vous rappelle que cette vidéo a été captée par des caméras britanniques qui avaient toute l'autorisation nécessaire pour prendre ces images lors de la soirée. C'est un confrère de la télévision anglophone de Radio-Canada, Chris Rance, qui est allé à l'écoute, lui qui cherchait des images pour compléter un reportage. Il a remarqué que notre premier ministre gesticulait beaucoup, semblait s'animer. C'est là qu'il est allé écouter plus en détail les propos de M. Trudeau et qu'il a découvert donc le contenu de cette conversation devenue maintenant virale. Bien sûr, l'événement était officiel, les caméras, je le disais, étaient autorisées. C'était donc tout à fait d'intérêt public, selon CBC, selon Radio-Canada, de diffuser donc ces images devenues virales depuis. Bon, Mathieu, ce qui risque de se passer, c'est que ça risque de compliquer les relations entre le Canada et les États-Unis, qui sont déjà relativement compliquées. Oui, le président Trump a traité Justin Trudeau de visage à deux faces après la diffusion de cette vidéo, mais il n'a pas été aussi virulent, le président Trump, envers Justin Trudeau, si on compare à sa réaction après le G7 canadien en 2018 à Charlevoix, alors que Justin Trudeau avait, à toute fin pratique, rien à se reprocher à l'époque. Le premier ministre assure, après ce sommet de l'OTAN, qu'il a eu de très bonnes rencontres avec le président américain. M. Trudeau rejette l'idée que ce faux pas diplomatique puisse mettre en danger un accord important, toujours en renégociation. C'est la ratification du nouvel accord de libre-échange nord-américain entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Ça reste toujours à compléter. Alors, évidemment, rapidement, c'est revenu à l'avant-scène, mais M. Trudeau assure que cette vidéo ne nuira pas aux relations canado-américaines si importantes. Merci Mathieu pour ces précisions depuis Ottawa. Merci d'avoir été avec nous. Excellente journée. Cette vidéo, c'est le symbole d'un président américain isolé au milieu de ses alliés? Enfin, je pense que Justin Trudeau a dit tout ce que beaucoup de ses collègues pensent tout bas, et ça fait longtemps qu'ils le disent. À chaque réunion, lorsque je vais en Europe et qu'on me parle des réunions, que ce soit du G7 ou que ce soit de l'OTAN, il y a des histoires analogues. Cette fois-ci, ça a été capté par les caméras. Je ne pense pas que le président Trump veuille en faire trop, parce que ça ne fait que mettre l'accent sur son isolement et sur le ridicule dont il a pâti. Et le candidat, son rival principal pour la présidence, Joe Biden, a tout de suite concocté une vidéo qui elle-même a été virale
où il montre justement cet épisode et beaucoup d'autres épisodes où le président Trump est isolé, affaibli, moqué par ses collègues. Revenons sur le fond du sommet, Richard. Finalement, est-ce que c'était un sommet de tous les dangers ? Ça fait justement par rapport à cette question que posait Emmanuel Macron, qui disait dans The Economist il y a 15 jours que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Est-ce que c'est vraiment le cas ? L'Alliance ne va pas bien si on exige d'elle qu'elle réponde aux nouvelles formes de menaces et qu'elle protège de manière dynamique ses pays membres. Là, il y a un problème. Si en revanche on la conçoit comme une sorte de ligne Maginot, et là on peut s'interroger parce qu'on connaît le destin de cette fameuse ligne, alors elle fonctionne. C'est l'alliance la plus puissante militaire au monde, et pour beaucoup de pays européens, ça suffit. Alors on peut engager le débat comme le souhaite Emmanuel Macron, mais ce qui a à nouveau été prouvé à Londres, ce n'est pas que les réflexions d'Emmanuel Macron ne sont pas pertinentes, elles le sont. C'est qu'il est arrivé seul et qu'il en est reparti seul. Donc pas une victoire pour Emmanuel Macron. Non, mais vous parlez de ligne Maginot, mais encore faut-il savoir une ligne Maginot contre qui ? C'est-à-dire que cette alliance qui a été battue à un moment, qui a été construite à un moment contre l'Union soviétique, maintenant est obsolète. Et il a raison, Emmanuel Macron. Alors après, on lui a reproché justement de témoigner un peu comme un directeur de think tank, mais il a pris aussi le pli de cette nouvelle communication un peu populiste, initiée par Donald Trump ou par mais voilà, mais en même temps il a tout à fait raison. Et en fait, qu'est-ce qu'il voulait mettre en cause et de quoi il voulait parler ? Il voulait parler du problème turc, c'est-à-dire du cheval de Troie à l'intérieur de la... Est-ce que sur le problème turc on a avancé ? Oui, on a avancé quelque part, moi je trouve, parce que voilà, à un moment Erdogan voulait que tous que tous les membres de l'OTAN signent quelque chose pour mettre les YPG affiliés au PKK sur la liste des organisations terroristes, et finalement ils ont renoncé à ça. Mais on voit bien que là, c'est quand même un point stratégique et que tous les alliés ne sont pas d'accord. Et que si on estime que maintenant, la grande menace, c'est le terrorisme, c'est le terrorisme islamique, pour ne pas le nommer, eh bien, alors il faut se redéfinir un peu toutes ces positions et toutes ces alliances. Mais c'est pas, quand il parle de clarification, le président de la République français, c'est de ça dont il s'agit. C'est d'un nombre de clarifications, c'est-à-dire face à la Russie, par rapport aussi à la Chine. Quel est l'avenir finalement de l'OTAN face à ces puissances-là ? Et puis il y a des défis aussi qui vont arriver majeurs. Je pense à la 5G, aux nouvelles technologies, etc. Donc quel est le rôle de l'OTAN finalement pour les prochaines années ? C'est un peu ça qu'il a voulu dire sans faire l'exégèse. Et ces réponses-là ne sont pas apparues, si je ne me trompe pas, dans le... Mais parce que les autres pays alliés ne veulent pas se les poser. Beaucoup d'autres pays alliés ne veulent pas se les poser. Alors on peut toujours Donc c'est pas forcément une réussite. Non, on peut toujours... moi je ne pense pas du tout que ce sommet soit une réussite. Je pense que l'OTAN n'est pas en bon état. Le fait est en revanche qu'une majorité de pays alliés au sein de cette organisation ne souhaite pas aujourd'hui s'engager dans un débat trop profond et trop compliqué à la Emmanuel Macron. C'est une réalité, on peut la déplorer, mais quand vous avez une alliance de 29 pays membres... une OTAN dans cet état-là alors ? Mais surtout, précisément pour être une force d'endiguement, c'est comme ça que beaucoup de pays européens la voient et la souhaitent. Et là, l'un des grands échecs de ce sommet, Emmanuel Macron n'avait pas qu'un agenda turc. Il avait l'autre agenda qui était le pilier européen autonome au sein de l'OTAN. Personne ne lui a répondu. Zéro. Oui, mais malgré tout, finalement, c'est Donald Trump qui a mis cet agenda depuis son élection. Il dit qu'il faut que les pays membres participent de manière abonde plus financièrement. Donc la question va se poser. Et donc peut-être que les pays ne veulent pas se la poser, mais elle est de fait sur la table. Le président Trump a dit que l'OTAN était obsolète. C'est évidemment paradoxal qu'aujourd'hui il s'en prenne au président Macron. Moi, ce que j'entends lorsque je voyage en Europe, beaucoup de gens disent qui ne sont pas nécessairement en désaccord avec ce que dit le président Macron. Ils disent qu'il lui fallut qu'un pays autre que la France le dise. Oui. Parce que la France, vu son rôle particulier, vu le personnage du président Macron, que beaucoup admirent, mais que beaucoup également redoutent ou jalousent. Mais je pense que c'est de véritables questions. Il y a deux niveaux de questions. Il y a le questionnement du rôle de l'OTAN avec la fin de la guerre froide. On peut se poser la question également du rôle du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est né après la Seconde Guerre mondiale. Il y a beaucoup d'institutions qui aujourd'hui sont anachroniques et il faudrait les réformer. L'autre question, c'est plutôt, je pense, il y a la question turque, il y a la question du président Trump et de sa façon de concevoir l'OTAN comme un marché transactionnel, comme il le fait à propos de tout. Et le propre du président Trump, c'est qu'on comprend rarement ce qu'il dit, mais on sait toujours ce qu'il veut dire. Et dans ce cas-là, lorsqu'il parle de l'OTAN, ce qu'il veut dire, c'est que si on paye, d'accord, je veux bien, mais sinon, je n'ai pas un intérêt particulier pour un pays de l'OTAN par rapport à un autre pays. Et ça, c'est quand même... Si le président Trump est réélu dans un an,
alors cette question-là va se poser de façon beaucoup plus aiguë. Donald Trump dit aussi on pourrait quitter l'OTAN, les États-Unis pourraient quitter l'OTAN. C'est une possibilité? Il y a beaucoup d'experts qui le pensent. Moi, je ne le pense pas, mais je me suis trompé à propos du président Trump maintes fois, donc je ne sais pas. Mais et son adhésion à l'article 5, il l'a dit lui-même, si demain un pays mineur était attaqué, est-ce que vraiment vous pensez que les États-Unis interviendraient? Et franchement, après ce qu'on a vu avec les Kurdes, on a beaucoup de raisons d'en douter. Richard? Oui, mais je le répète encore une fois, la géopolitique, vous le savez bien, c'est avant tout l'examen des faits. Et aujourd'hui en Europe, vous avez une majorité de pays membres de l'OTAN qui continuent de croire que sur le marché des assurances militaires, celle-ci est la meilleure. Et donc ils la prennent et ils acceptent qu'on augmente la prime. Et la prime, c'est Washington qui l'augmente parce qu'en fait, c'est une double prime. Payez davantage et achetez-nous du matériel américain. Pour l'instant, ces pays l'acceptent. Et la Turquie achète la Russie. Et la Turquie achète russe. La Turquie s'est mis pratiquement au banc. C'est l'enfant terrible de l'OTAN, la Turquie. Hein. Oui, si on peut dire que c'est un enfant de l'OTAN. Quoi. Mais donc, la Turquie achète aux Russes. Les Russes, ils ne sont pas dans l'OTAN. Est-ce qu'il faudrait, comme la question s'est posée pour le G7, les réintégrer, redevenir un G8, etc. C'est ça la vraie question. C'est la question qui était posée aussi. Intégrer les Russes dans l'OTAN. C'était la question qui était posée aussi par Emmanuel Macron. Quel rôle on donne à la Russie aujourd'hui? Est-ce qu'il faut les intégrer ou pas? C'est vrai que c'est une vraie question. Est-ce qu'on les laisse tout seuls dans leur coin en train de gérer une partie d'un certain monde? Et est-ce qu'on laisse la Chine aussi dans son coin gérer avec les Russes? Donc ça, c'est la vraie question. Emmanuel Macron aimerait bien intégrer la Russie et sortir les Turcs. C'est possible. La difficulté, encore une fois, qui ne nuit pas à son raisonnement. Le raisonnement est bon, mais quand vous le faites entrer dans des considérations pratiques, vous vous heurtez à un certain nombre de réalités. Emmanuel Macron voudrait un pilier européen autonome, voudrait reprendre un dialogue avec la Russie, voudrait en quelque sorte faire une politique d'endiguement vis-à-vis de la Turquie. Tout ça, ça peut être justifié, mais ça n'entre pas dans cette équation qui s'appelle l'OTAN et qui aujourd'hui a un patron irascible et qui change d'avis régulièrement, qui s'appelle M. Trump. Est-ce que l'Europe a une carte à jouer ou comme souvent dans les analyses qu'on peut faire, elle est un peu à côté de la plaque? Non, des unions, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord. Certains pays baltes ne sont pas d'accord avec la position des pays plus à l'ouest. Il y a une vraie différence entre l'Europe, l'Est de l'Europe et l'Ouest de l'Europe. Exactement. En Allemagne, je ne pense pas qu'on ait exactement les mêmes positions. En tout cas, Mme Merkel a bien dit qu'elle était opposée à ce qu'avait dit Emmanuel Macron sur la mort cérébrale de l'OTAN. Ça veut dire qu'on ne partage pas forcément le bon diagnostic entre les deux pays majeurs de l'Union européenne. Et quand vous avez un certain nombre de désunions et de désaccords politiques, vous ne pouvez pas être d'accord face aux États-Unis, ni être d'accord face à la Russie. Je vais ce mot de la fin rapidement. Non, là je me tourne vers Robert. C'est-à-dire quand vous avez, on avait des discussions informelles au sommet de l'OTAN avec différents diplomates. Et un diplomate balte m'a clairement dit, vous savez, certes, les États-Unis, Donald Trump en ce moment, on a des raisons d'en douter, mais à choisir, je préfère être protégé par les États-Unis que protégé par la France. Eh bien, ça sera le mot de la fin sur ces thématiques, tout en rappelant que la Macédoine du Nord est en cours d'adhésion pour devenir le 30e membre. Donc, il y en a que ça intéresse quand même. On va terminer, comme toujours, cette émission avec la semaine de dilemme. Qu'est-ce qu'il a retenu de l'actualité? Eh bien, un petit peu comme nous, Emmanuel Macron, littéralement au chevet de l'OTAN. Le service de réanimation, s'il vous plaît, demande le président français à l'accueil, un bouquet de fleurs à la main. Emmanuel Macron, encore avec son Premier ministre, face à la grande mobilisation contre la réforme des retraites en France. Quoi? Ce n'est pas encore fini, les inondations. Référence aux intempéries qui ont fait 7 morts dans le sud-est du pays dimanche dernier. On en parlait aussi, les Iraniens ont de nouveau accès à Internet. Ils ont même droit au haut débit, se félicite l'ayatollah Ali Khamenei, en train de tirer en rafale sur la foule. Un peu cynique, quand même, dilemme. L'ONU a besoin de 29 milliards de dollars d'aide humanitaire pour l'année prochaine. Je viens de recevoir une jolie lettre du petit Antonio Guterres, le patron des Nations Unies, a donc écrit personnellement au Père Noël. Ce chiffre record s'explique par des conflits plus longs et par les conséquences du changement climatique. Enfin, et on enchaîne, le sommet sur le climat. Il ne faut pas s'attendre à des avancées majeures, se désole cet ours polaire en équilibre sur un morceau d'iceberg, un pingouin accroché à sa jambe. Et ça sera le mot et l'image de la fin. Merci infiniment, vous quatre, d'être venus débattre sur le plateau de Kiosque. À très bientôt. Merci à vous qui nous regardez aussi aux 4 coins de la planète. Je vous dis à la semaine prochaine, avec plaisir.